Alors la Suède dans tout ça, la Suède, elle a ratifié le traité de Maastricht sans réserve, donc elle a accepté le principe d'une monnaie unique qui devra se substituer à la couronne suédoise. Mais, comme le gouvernement de Stockholm, le gouvernement suédois, savait qu'une majorité de Suédois, ou en tout cas une très forte proportion de la population suédoise, était hostile à l'adoption d'une monnaie unique, le gouvernement de Stockholm a pris une décision un peu bizarre. Il a décidé qu'il ne rejoindrait pas la monnaie unique tout de suite, et qu'il attendrait un petit peu, et qu'il soumettrait au référendum du peuple suédois l'adoption de la monnaie unique. Dans une première phase, dans la phase 1, il y a eu une débauche de moyens étatiques, politiques, médiatiques et financiers en faveur du oui. Le Premier ministre social-démocrate, M. Göran Persson, a utilisé tous les moyens de l'État pour promouvoir le ja, c'est-à-dire le oui au référendum. Je rappelle que quand même dans une démocratie normalement constituée, le représentant, enfin le chef du gouvernement, ne peut pas disposer de l'argent public pour une question de cette nature d'une façon aussi unilatérale, puisque l'argent public est payé par tous les contribuables, y compris par les partisans du non. Donc normalement, dans une démocratie, on devrait veiller à ce que le oui et le non soient équitablement répartis, à la fois d'un point de vue financier, d'un point de vue médiatique. Tel n'a pas été le cas. Donc le Premier ministre et tout le gouvernement suédois ont fait campagne ouvertement pour le oui. Madame Anna Lindh, qui était ministre des Affaires étrangères du gouvernement suédois et qui était assez photogénique, c'était une jeune femme de 41 ans, a eu droit à voir son portrait sur tous les abribus à travers le royaume de Suède, pour appeler bien sûr à voter oui. On estime que le camp du oui bénéficia de moyens financiers au moins 6 fois plus importants que ceux dont bénéficia le camp du non. Ce sur quoi il est intéressant de s'interroger ou de s'appesantir un instant, c'est de remarquer que ni les États-Unis d'Amérique, ni l'Union européenne, ni l'OTAN, ni l'OSCE, l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe, ni aucune organisation des droits de l'homme, de toutes ces institutions ou États qui sont là à donner des leçons de morale à la planète entière et à trouver que les élections ne sont pas bien organisées au Venezuela, en Iran, en Russie, etc., eh bien aucun de ces organismes ne s'est ému d'un déséquilibre aussi révoltant dans un des pays membres de l'Union européenne. Le non continuait à caracoler en tête dans les sondages. On est passé à ce moment-là à la phase 4, la phase de chantage public à l'emploi. Dans le quotidien Dagens Nyheter, toujours le même, cette fois-ci dans le quotidien du 26 août 2003, le directeur général de l'équipementier en télécommunications, Ericsson, c'est la plus grande entreprise du pays. Ericsson représente à soi seul pratiquement 10% du PIB suédois. Il s'appelle M. Carl-Henrik Svanberg. Il a co-signé, décidément, une tribune libre avec toujours l'omniprésente porte-parole du oui, Madame Anna Lindh, la ministre des Affaires étrangères, très photogénique, qui était sur tous les murs de toute la Suède, et membre du gouvernement. Et ils ont co-signé une tribune dans ce journal économique pour mettre solennellement en garde les électeurs. Ce très grand patron affirma que les grands groupes industriels suédois, à commencer par le sien, quitteraient la Suède très probablement en cas de victoire du non. On ne pourrait alors empêcher les sociétés suédoises et internationales d'envisager un déplacement de leur production hors de Suède, ce qui serait rationnel dans ce type de situation, avait dit le directeur général d'Ericsson. Montrant lui-même l'exemple de cette rationalité, M. Svanberg sema l'affolement général en assurant qu'Ericsson serait trop pénalisé par rapport au fabricant de téléphonie finlandais Nokia, la Finlande étant, elle, en zone euro. Et donc, M. Svanberg a dit que si les Suédois rejetaient la monnaie unique, ils seraient donc contraints de supprimer près de 15 000 emplois en cas de victoire du non. 15 000 emplois supprimés dans un pays de 9 millions d'habitants, c'est un peu comme si un grand patron français menaçait de supprimer environ 6 fois plus, c'est-à-dire 90 à 100 000 emplois en France.
La panique fut générale, d'autant plus que cette tribune était co-signée par l'égérie du oui, membre du gouvernement et ministre des Affaires étrangères. Donc ça avait l'aval de l'autorité de l'État. Ça n'a toujours pas suffi aux Suédois. Et les sondages montraient toujours que le non allait être proche de 56 à 57%. On est passé à la phase 7, l'exploitation indécente, incroyable, d'un assassinat totalement inattendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que Madame Anna Lindh, cette égérie du oui, qui était présente sur toutes les télévisions, toutes les radios, sur tous les panneaux de publicité, qui avait co-signé avec M. Svanberg l'appel dont je parlais tout à l'heure dans le journal Dagens Nyheter, eh bien, elle fut poignardée à mort dans une galerie commerciale de Stockholm le 10 septembre 2003. Elle décéda quelques heures après, le 11 septembre, c'est-à-dire moins de 72 heures avant l'ouverture des bureaux de vote, prévue le 14 septembre au matin. Contrairement à tous les usages journalistiques, toutes les télévisions et tous les journaux diffusèrent massivement les photos de la mourante sur son brancard, avec dans la galerie. On arriva à arrêter quelques heures après l'assassin, qui s'appelait M. Mijailovic, qui est un Serbe et qui était un psychopathe, qui venait d'être libéré quelques jours auparavant d'un asile psychiatrique. Le profil exact de Lee Harvey Oswald, ou à peu près. Donc c'est un assassinat extrêmement mystérieux, dont on ne sait pas finalement s'il avait ou non des commanditaires. Selon la version officielle, c'est un acte isolé. Quoi qu'il en soit, ce qui fit froid dans le dos, c'est la réaction du Premier ministre suédois, M. Göran Persson, qui décida sur le champ d'une riposte en 3 temps. Premièrement, proclamer un deuil national gigantesque. Deuxièmement, maintenir le scrutin à la date prévue, c'est-à-dire 3 jours après. Troisièmement, interdire toute campagne électorale jusqu'au vote, par respect pour la défunte. Le résultat, c'est que tous les partisans du non se virent couper l'accès aux médias pendant les 72 dernières heures, alors que tous les journaux, toutes les télévisions et toutes les radios ont commencé à orchestrer un deuil à grand spectacle. 48 heures avant le référendum, la grande égérie du oui venait d'être assassinée en laissant une petite fille orpheline. On vit défiler à la radio, à la télévision et dans tous les médias des gens qui venaient témoigner du fait qu'ils étaient bouleversés. L'ensemble du pays fut couvert de chapelles ardentes où les Suédois étaient appelés à venir rendre hommage à l'égérie du oui, à cette chef de la campagne du oui lâchement assassiné. Partout, on conviait les Suédois à aller déposer des fleurs, les portraits étaient entourés de crêpes noires pour montrer que l'ensemble du pays était en deuil. Dans une démocratie normale, face à un événement de cette nature, la dignité même de la démocratie aurait voulu que le chef du gouvernement annulât les élections, qu'il les reportât d'au moins 3 mois, pour laisser au moins à l'émotion populaire le temps de se calmer. Mais maintenir dans ces conditions un scrutin ayant une importance stratégique, définitive pour le royaume de Suède, au moins pour les décennies à venir, maintenir un vote dans ces conditions où l'opinion était chauffée à blanc d'un point de vue émotionnel était un pur scandale. Scandale qui s'est d'ailleurs confirmé. Parce qu'un sondage miracle, d'un seul coup sorti d'un chapeau, a donné le oui gagnant quelques heures avant l'ouverture des bureaux de vote. Un sondage fait par l'organisme américain Gallup. Gallup Poll, qui, quelques heures après la mort d'Anna Lindh, c'est la dépêche AFP du 13 septembre 2003, 10h21, eh bien, ce sondage a donné le oui gagnant avec 43% des intentions de vote contre 42% de non. C'était la première fois depuis 9 mois que l'on donnait le oui gagnant dans un sondage. Ce résultat revenait à affirmer qu'en l'espace de quelques heures, le oui avait bondi de 35 à 43%,
c'est-à-dire avait gagné 8 points au vu des images télévisées du brancard et de la mourante, tandis que le non s'était effondré de 50 à 42%. Et à partir de ce moment-là, pendant 48 heures, on a vu défiler à la radio et à la télévision suédoise tous les analystes politiques qui ont expliqué que le oui allait l'emporter, parce que c'était une espèce de, comment dirais-je, métaphore christique. Madame Anna Lindh était morte, mais elle était morte finalement, eh bien sa mort allait être sublimée par une victoire du oui in extremis. Et on a fait pleurer évidemment toute la Suède. Et un miracle n'arrivant jamais seul, ce sondage qui témoignait d'une admirable réactivité de ses commanditaires était aussi le dernier à pouvoir être légalement publié avant le scrutin. On a eu affaire en fait à une manipulation d'État gigantesque et honteuse. Seulement voilà, le voilà, c'est que les Suédois sont un peuple mûr et réfléchi, et que ces manipulations de dernière minute, c'est vrai que l'ensemble de la Suède a été bouleversé par cet assassinat de cette jeune mère de famille, mais en fait n'a pas fait bouger l'opinion du peuple suédois. C'est ce que l'on a constaté le 14 septembre, c'est-à-dire le lendemain, le rejet cinglant de l'euro par 57% des Suédois. Le 14 septembre 2003, les Suédois ont voté non à 56,1%, selon le calcul de Suédois, avec une écrasante participation de 81,2%. Le oui ne recueillit que 41,8%. Il faut savoir qu'en Suède, les votes blancs et nuls sont comptabilisés par le code électoral et ils s'élèvent à 2,1%. Donc, selon le mode de calcul du code électoral français notamment, qui, comme vous le savez, ne prend pas en compte les votes blancs et nuls, eh bien, le non a remporté, selon le mode de calcul français, 57,3% des suffrages et le oui 42,7% d'accès, une victoire sans appel, une victoire écrasante. Au cours des 5 dernières années, 100% des nombreuses attaques terroristes en France ont été dues à des mouvements séparatistes. Pour la quasi-totalité d'entre eux, 95,4%. Le reste, eh bien, ce sont des attentats mafieux. Dans le 4,6%, c'est tout simplement du racket, de boîtes de nuit qui ne payent pas le racket. Le terrorisme se réclamant du djihadisme, qui figure comme l'une des principales menaces contre la France dès le premier paragraphe du résumé des livres blancs de la défense et de la sécurité nationale, a représenté 0%. Vous avez entendu parler cette année de cette affaire Mera, qui a rebondi, affaire bien mystérieuse. Il y a quelques jours, le 12 juin, on a eu des rebondissements dans cette affaire Mera, qui tendait à dire « Ah bah tiens, pour une fois, on avait quand même eu notre acte de terrorisme djihadiste ». Eh bien, vous avez vu, ça a été publié sur BFM TV. Ce sont les échanges de Mohamed Merah dans les toutes dernières heures avant qu'il soit descendu par la police. Il y a eu un échange entre lui et un certain Zouared, qui s'était révélé être un officier des services secrets français. Et Mohamed Merah disant « C'est toi qui m'as mis dans cette histoire et cette galère. Rappelle-toi, c'est toi qui m'as envoyé en Irak, au Pakistan, en Syrie, pour aider les musulmans. Et après, je découvre que tu es à la solde des services français, que tu es un criminel et que tu es un officier des services sale traître. Réponse, ce qui est passé, c'est arrivé maintenant. Il faut que je te sauve la vie et te sortir de cette affaire. Rends-toi ou tu me laisses entrer et je récupère tes armes. » Donc il y a beaucoup de choses à dire sur cette affaire Merah, qui probablement est encore amenée à avoir un certain nombre de rebondissements. En attendant, c'est le seul cas, depuis maintenant 2006, de terrorisme djihadiste. Il se révèle qu'il semble que le terroriste en question avait partie liée avec les services de renseignement français. Voici les images des caméras de surveillance du musée juif de Bruxelles. Au lendemain de la tuerie qui a coûté la vie à 4 personnes, la police belge a diffusé ces vidéos dimanche. On voit l'inconnu s'approcher du musée situé dans le quartier touristique des Sablons, y entrer et dans le hall, tirer à plusieurs reprises avec une Kalachnikov sortie d'un sac noir. 2 touristes israéliens, une française et un belge sont décédés dans l'attaque. Le dernier a succombé dimanche à ses blessures. En l'absence de suspect, un appel à témoins a été lancé. Le tireur est décrit comme athlétique, portant des lunettes et une casquette et se déplaçant avec souplesse. L'attentat n'a pas été revendiqué. La justice belge a ouvert une instruction pour assassinat. Elle affirme que toutes les pistes restent ouvertes. Les autorités n'ont pas confirmé qu'il s'agissait d'un acte antisémite.